À 21h45, mon frère a pris ma clé de garage pendant que tout le monde dormait. Au lever du soleil, la Mustang restaurée était écrasée contre un lampadaire. Papa a hurlé, « Arrête de l'accuser. Tu es née jalouse. » Je suis resté calme. Parce que ce n'était pas ma Mustang qui l'avait accidentée. Quand papa a compris. Le téléphone a sonné à 2h40 du matin. J'étais endormi dans ma maison à Boise, les couvertures remontées jusqu'au menton et la fenêtre entr'ouverte, parce que les nuits de septembre dans l'Idaho refroidissent jusqu'à 10 degrés. L'identifiant de l'appelant affichait « Bureau du shérif du comté d'Ada. Mademoiselle Rayburn, ici l'adjoint Ashworth du comté d'Ada. Nous avons une collision impliquant un seul véhicule à l'intersection d'Emerald Street et de Linden Avenue, une Ford Mustang de 1967 immatriculée à l'adresse de votre entreprise. Le véhicule a quitté la chaussée vers 2h14 et a heurté un poteau. Le conducteur a été transporté à Saint-Alphonsus avec des blessures mineures. Il s'est identifié comme étant Webb Rayburn et a déclaré que le véhicule appartenait à sa sœur. Je me suis assise. Je n'ai pas parlé pendant 4 secondes, car ces 4 secondes étaient celles du calcul. Quelle voiture était dans mon garage? La voiture dans mon garage n'était pas la mienne. Et la voiture qui n'était pas la mienne était maintenant enroulée autour d'un poteau à Emerald et Linden, et le conducteur était mon frère. Le véhicule est-il en état de rouler? Non, madame. L'avant est compressé jusqu'au pare-feu. Le châssis est tordu. Le véhicule est en cours de remorquage vers la fourrière du comté. Le conducteur était-il en état d'ébriété? Un test de sobriété sur le terrain a été administré. Son taux d'alcoolémie était de 0,11. Il a été inculpé pour conduite en état d'ivresse et dommages matériels. Je me suis habillé. J'ai conduit jusqu'à l'intersection, à 12 minutes de chez moi. À 2h50 du matin, les routes d'Emerald et Linden sont vides, et les seules lumières sont celles des lampadaires, y compris celui au coin de la rue, maintenant plié à 45 degrés avec une Shelby GT500 de 1967 écrasée à sa base. La voiture était détruite. Pas endommagée. Détruite. L'avant était replié sur le compartiment moteur. Le capot était déformé vers le haut et arraché vers la droite. La portière du conducteur était ouverte, là où les ambulanciers avaient extrait Webb. Le pare-brise était brisé en une toile d'araignée centrée sur la colonne de direction. La peinture personnalisée, un blanc Wimbledon avec des bandes bleues Guardsman, était éraflée jusqu'au métal nu sur tout le côté passager, là où la voiture avait glissé le long du trottoir avant de heurter le poteau. Le panneau de custode arrière était fissuré. Le couvercle du coffre était ouvert, tordu par la déformation du châssis. Des fragments de verre couvraient l'asphalte dans un cercle de 6 mètres de large. 7 mois de travail. Chaque boulon, chaque joint, chaque heure passée sous le pont élévateur avec une clé dynamométrique et une baladeuse. Tout ça, parti en une glissade qui a commencé à l'intersection et s'est terminée sur le lieu de l'accident, durant environ 1,8 secondes, d'après les traces de dérapage. J'ai pris 14 photos avec mon téléphone. Chaque angle, des gros plans des dommages au châssis, de la peinture détruite, du verre brisé, de la colonne de direction tordue où le volant que j'avais installé il y a 3 semaines était maintenant fissuré au moyeu. J'ai photographié le lampadaire. J'ai photographié les traces de dérapage. J'ai photographié la distance entre l'intersection et le point d'impact, 14 mètres. La documentation était automatique. Je documente chaque étape de chaque restauration. C'était la dernière étape de celle-ci. L'adjoint Ashworth était toujours sur les lieux. J'ai posé une seule question. Y avait-il une clé dans le contact? Oui, une seule clé sur un mousqueton rouge. Le mousqueton rouge. Mon porte-clés d'atelier. Celui qui contient les clés de chaque véhicule dans mon garage. Celui qui était suspendu à un crochet à l'intérieur de ma porte d'entrée à 21h, à la fin du dîner de famille. Celui qui n'était plus sur le crochet quand je suis rentré à 21h30, parce que j'avais supposé que je l'avais déplacé sur l'établi. Je ne l'avais pas déplacé. Webb l'avait pris. Je suis allé chez mes parents à 7h12 du matin, le dimanche. Je n'ai pas appelé à l'avance. Je me suis garé dans l'allée et suis entré par la porte d'entrée, qui n'était pas verrouillée parce que Doyle ne la ferme jamais. Il croit que le quartier est sûr. Et le quartier est sur des étrangers, mais pas des gens à l'intérieur de la maison. Webb était dans le salon, sur le canapé, avec un pansement sur le front et un papillon de suture sur son sourcil gauche. Il était sorti des urgences à 5h du matin.
Prue était allé le chercher. Il portait les mêmes vêtements que pour le dîner de famille, un enlet gris et un jean, maintenant avec une tache sombre sur le genou gauche qui pouvait être du sang, du liquide de transmission, ou les deux. Doyle était dans l'embrasure de la cuisine, une tasse de café à la main. Avant que tu commences, il se sent très mal. Il a pris ma clé de garage. Il a conduit une voiture hors de mon atelier sans ma permission. Il l'a encastrée dans un poteau à 2 heures du matin, en état d'ébriété. Son taux d'alcoolémie était de 0,11. Il a fait une erreur. Une erreur, c'est se tromper de route. Un taux de 0,11 à 2 heures du matin, dans une voiture qu'il a volée de mon garage fermé, c'est une conduite en état d'ivresse et des dommages matériels criminels. Doyle a posé la tasse de café sur le comptoir. Il attendait ce moment depuis que Prue avait ramené Webb à 5 heures du matin. Arrête de l'accuser. Tu es née jalouse. Ton frère traverse une mauvaise passe, et toi, tu es assise dans ton petit garage à jouer avec des voitures comme une adolescente qui n'a jamais grandi. Tu as 32 ans et tu gagnes ta vie en faisant des vidanges. Webb a fait une erreur. La voiture est assurée. Passe à autre chose et arrête d'agir comme si le monde te devait quelque chose parce que tu sais tenir une clé à molette. Prue était dans le couloir, les bras croisés. Ton père a raison, Sloan. Webb se sent très mal. Est-ce qu'on peut juste passer à autre chose? J'ai regardé Webb sur le canapé. J'ai regardé Doyle dans l'embrasure. J'ai regardé Prue dans le couloir. 3 personnes, dans une maison à 7 heures du matin un dimanche, formant un mur autour de l'homme qui avait volé une clé, bu, conduit, et détruit une voiture. Je suis resté calme. Je suis resté calme parce que la voiture n'était pas la mienne. Voici ce qui s'est passé. Le dîner de famille s'est terminé à 21 heures. Doyle et Webb ont regardé une rediffusion de football universitaire jusqu'à environ 22h45. Puis la maison est devenue silencieuse. Prue est allée se coucher. Doyle s'est endormi sur le canapé. J'étais parti à 21h30. Mon porte-clés d'atelier, le mousqueton rouge, était suspendu au crochet près de la porte d'entrée, là où je le laisse toujours quand je rends visite. J'ai commencé à le faire il y a 3 ans, après avoir enfermé mes clés dans ma voiture 2 fois chez mes parents. Le crochet est plus simple que mon sac à main. Webb connaissait le crochet. Il a attendu que Doyle soit endormi. Il a décroché le mousqueton, l'a mis dans la poche de sa veste, et est parti par la porte de derrière. Il a marché 2 pâtés de maison jusqu'à chez moi, a utilisé la clé de l'atelier pour ouvrir la porte du garage, et a démarré la Shelby avec la clé de contact qui se trouvait sur le même anneau. Ma caméra de sécurité a enregistré l'ouverture de la porte du garage à 23h43. La vidéo est sauvegardée. Je n'ai pas vu l'alerte car mon téléphone était en silencieux depuis le dîner et chargeait sur ma table de chevet. Webb a conduit jusqu'à un bar appelé Tracker sur Orchard Street, à 6 km à l'est. Il a commandé un bourbon, puis un autre, puis un troisième. Il y est resté environ 3 heures. Il a quitté Tracker vers 1h45 du matin. Il a tourné à gauche sur Emerald Street. Il a accéléré. La limite de vitesse affichée est de 55 km/h. L'estimation de la police, basée sur les traces de dérapage et le schéma de déformation, était de 70 km/h. Il a perdu le contrôle au niveau du trottoir avant Linden Avenue. La voiture a quitté la route sur le côté droit, a franchi le trottoir, et a heurté le poteau. L'airbag ne s'est pas déployé car la voiture n'avait pas d'airbag. Elle a été construite en 1967. La voiture que le père de Glenn Caval a sortie d'un concessionnaire à Nampa en 1971 a terminé ses 53 ans de vie contre un poteau sur Emerald Street à 2h14 du matin, parce qu'un homme de 29 ans qui vit dans un sous-sol a volé une clé pendant une pause publicitaire. Je me souviens du jour où Caval a apporté la voiture à mon atelier, un samedi matin de février. Il l'a remorquée sur une remorque ouverte derrière un Ram 2500. La voiture était délavée, poussiéreuse, et fatiguée. La peinture s'était oxydée en un rose crayeux. Les pare-chocs chromés étaient piqués. Le siège du conducteur était fissuré au milieu de la couture. Caval s'est tenu dans mon garage, a posé la main sur l'aile et a dit « Mon père a acheté cette voiture l'année de ma naissance. Il m'a appris à conduire dedans. Je lui ai promis, avant sa mort, que je la restaurerais. C'était il y a 9 ans. J'aurais dû le faire plus tôt. Je lui ai dit que ça prendrait 6 à 8 mois. Il a dit, prends tout le temps qu'il faudra. Fais-le bien.
J'ai rédigé le contrat cet après-midi-là. 38 000 $ de main-d'œuvre, plus les pièces à prix coûtant. Il a fait le premier chèque de 8 000 $ avant de partir et m'a serré la main à la porte du garage. Un entrepreneur à la retraite confiant une GT 500 de 1967 à une femme de 30 ans dont le père disait aux gens qu'elle fait quelque chose avec de vieilles voitures. Cavale se fichait de ce que Doyle en disait. Il a vu la Camaro SS dans le garage a fait le tour une fois, a passé son doigt le long de la ligne de l'aile et a dit « C'est du travail de professionnel ». Cette phrase est la raison pour laquelle mon entreprise existe. Bienvenue sur Susuro de Reddit, où la spécialiste en restauration automobile qui gagne sa vie en construisant des voitures vient de voir son frère en encastrer une dans un poteau en état d'ivresse, et son père l'a traité de jalouse. Si votre famille a déjà détruit votre travail et défendu la personne qui l'a fait, abonnez-vous maintenant. Parce que la voiture est assurée, mais le conducteur n'est pas couvert, et la voiture n'appartient pas à la personne qu'il pense. Je m'appelle Sloan Rayburn. J'ai 32 ans. Je possède et dirige Rayburn Restauration, un atelier de restauration de voitures classiques dans un garage à 2 baies converti, derrière ma maison à Boise, Idaho. Je fais des restaurations complètes, des reconstructions de moteurs, de la peinture et de la carrosserie, de l'électricité, de l'intérieur, et des détails d'époque sur des muscle cars américains et des classiques européens des années 1960 et 1970. Je détiens une certification de maître technicien ASE. Je gagne 72 000 $ par an grâce à des contrats de restauration. Je fais ça depuis 9 ans, depuis que j'ai 23 ans et que j'ai acheté ma première voiture de projet, une Camaro SS de 1969, avec 3 400 $ que j'avais économisé en travaillant dans un Jiffy Lube, pendant que mon frère vivait dans le sous-sol en décidant quoi faire de sa vie. Il est toujours en train de décider. Mon mentor, Narin, est dans le métier depuis 22 ans. Il m'a appris à souder quand j'avais 19 ans, dans son atelier sur Fairview Avenue. Ma première soudure était tordue et pleine de projections. Il l'a meulée avec un disque à lamelles et a dit « Recommence ». J'ai recommencé. La deuxième soudure était droite. Il a hoché la tête une fois. Ce hochement de tête était l'approbation. Narin n'utilise pas beaucoup de mots. Les mots qu'il utilise ont du poids. Narin est la personne que j'ai appelée à 3h20 du matin depuis le lieu de l'accident, debout sur le trottoir avec du verre sous mes chaussures. Webb a pris la Shelby. 4 secondes de silence. Narin savait quelle voiture était dans mon garage. Il savait à qui elle appartenait. Il savait ce que ce nom signifiait. La voiture de cavale. La voiture de cavale. Enroulée autour d'un poteau. L'avant jusqu'au pare-feu. Le châssis est tordu. La peinture est fichue. Taux d'alcoolémie de 0,11. Est-ce que Cavale est au courant? Pas encore. Je dois d'abord déposer la déclaration d'assurance et obtenir le refus par écrit avant de l'appeler. Intelligent. Documente tout. Photographie le site, la voiture, et les registres de remorquage. Quand le refus arrivera, appelle Cavale, puis appelle-moi. La Shelby GT 500 de 1967 appartenait à Monsieur Cavale. Pas à moi, pas à ma famille. À Glenn Cavale, 58 ans, entrepreneur général à la retraite, et depuis 14 ans, le partenaire de golf de mon père, Doyle, au Cuyahoga Club. Cavale a apporté la GT 500 à mon atelier il y a 7 mois pour une restauration complète. La voiture était dans sa famille depuis 1971, quand son père l'avait achetée d'occasion chez un concessionnaire Ford à Nampa. Le compteur affichait 74 200 miles. La peinture était délavée. Le moteur avait besoin d'une reconstruction complète. L'intérieur était craquelé et décoloré par le soleil. Le châssis avait de la rouille de surface le long du sous-châssis arrière. Le contrat de Cavale avec moi était de 38 000 $ de main-d'œuvre, plus les pièces à prix coûtant. Il avait payé 22 000 $ des 38 000 $ en 3 versements sur les 7 mois. Les 16 000 $ restants étaient dus à la livraison. La valeur estimée de la voiture après restauration était de 185 000 $, sur la base d'une évaluation Agerty pour une GT 500 de 1967 en état concours. La voiture était dans mon garage depuis 209 jours. Une restauration complète signifie que chaque composant est retiré de la carrosserie. Chaque boulon est catalogué. Chaque pièce est inspectée, réparée ou remplacée. Et puis, tout est remonté dans le bon ordre, avec les bons couples de serrage. C'est de la chirurgie sur du métal. J'ai commencé par décaper la carrosserie jusqu'à l'acier nu. Chaque garniture,
chaque joint en caoutchouc, chaque vitre, chaque fil, chaque support, chaque clip. Les pièces ont rempli 14 bacs étiquetés sur des étagères industrielles le long du mur du fond du garage 1. La carrosserie est allée chez mon sableur à Nampa, et est revenue propre et grise. J'ai passé 3 semaines à réparer la rouille sur le sous-châssis arrière et les panneaux de custode inférieur, en utilisant des panneaux de réparation que j'ai fabriqués à partir d'acier de calibre 18 sur ma roue anglaise. La peinture a pris 2 semaines. J'ai apprêté la carrosserie avec 3 couches d'après époxy, les poncer à la main jusqu'au grain 320, appliquer une couche de scellant, puis poser la couche de base blanc Wimbledon en 4 passes, en utilisant un système glasurie et un pistolet de pulvérisation SATA. Les bandes bleues Guardsman ont été masquées avec du ruban adhésif fin et pulvérisé par-dessus. Le vernis a été appliqué en dernier, 3 couches, poncé à l'eau jusqu'au grain 2000, et poli à la machine jusqu'à un fini miroir. Le jour où j'ai fini la peinture, je suis resté dans le garage, sous les néons, les portes fermées, et j'ai regardé la carrosserie posée sur la rôtissoire. Le blanc était profond et chaud, et les bandes bleues couraient droit, de la prise d'air du capot au coffre arrière. J'ai pris une photo et l'ai envoyée à Caval. Il a répondu en 4 minutes. C'est la couleur que mon père a sortie du concessionnaire. 4 minutes. Une phrase. Cette phrase valait 7 semaines de ponçage, de pulvérisation, de séchage et de polissage. J'ai reconstruit le moteur 428 Police Interceptor sur un support dans le garage 2. Nouveau piston, segment, coussinet, arbre à cam, poussoir, chaîne de distribution, pompe à eau, pompe à huile. J'ai fait rectifier et polir les culasses dans un atelier d'usinage à Méridian. J'ai installé un nouveau faisceau de câbles et fait rechromer les pare-chocs par un service de plaquage à Portland. J'ai regarni l'intérieur en noir de luxe, en utilisant des matériaux de reproduction corrects. La restauration était à 3 semaines de son achèvement. Les seules tâches restantes étaient l'assemblage final des garnitures, l'installation des roues, et le premier démarrage du moteur reconstruit. Le premier démarrage est le moment clé. Le moment où la clé tourne, le moteur prend, et la voiture parle pour la première fois depuis toutes ces années de silence. J'attendais ce moment depuis 7 mois. Webb a pris ce moment, avec la clé. Le volant d'origine était sur mon établi, retiré lors du démontage et stocké séparément, car c'est le composant le plus recherché. Le volant a survécu parce qu'il n'était pas dans la voiture. Voici ce que ma famille ne sait pas sur ce que je finance. Le complément de loyer de Doyle, $650 par mois. La pension et la sécurité sociale de Doyle totalisent $2400. Le loyer est de $1650. L'écart de $650, c'est moi. 4 ans, $31,200. L'assurance auto de Pru, sur ma police, $240 par mois. 3 ans, $8640, parce que le tarif individuel de Pru, après 2 accrochages, était de $460. Internet, câble, streaming des parents, $130 par mois. 3 ans, $4680. Webb n'a pas de voiture, pas de permis, pas de travail, et pas de revenus. Il a fait de la livraison pendant 6 mois avant sa conduite en état d'ivresse. Il avait un appartement à Garden City jusqu'à il y a 8 mois, quand il a arrêté de payer le loyer et est retourné vivre dans le sous-sol de mes parents. Doyle avait co-signé ce bail. Le propriétaire réclame toujours les $3400 de loyer impayés à tous les deux. Webb a 29 ans, et la seule chose qu'il a produite ces 3 dernières années, c'est une conduite en état d'ivresse, une voiture détruite, et une famille qui le défend pour ça. Soutien invisible total, $44 520, de la part de la femme qui joue avec des voitures. Le favoritisme dans cette famille est construit sur une seule hypothèse, Webb a besoin d'aide, et Slow en non. Quand Webb a abandonné l'université d'État de Boise après 3 semestres, Doyle l'a emmené déjeuner et a dit « Tu trouveras ta voie ». Quand j'ai abandonné le Community College pour devenir apprenti chez Narin, Doyle a dit « Tu gâches ta vie avec un passe-temps ». Déjeuner pour avoir abandonné. Condamnation pour avoir commencé une carrière. Quand Webb a emménagé dans le sous-sol à 24 ans, Pru a fait le lit et a acheté de nouvelles serviettes. Quand j'ai demandé à utiliser le garage détaché derrière la maison de mes parents comme espace de travail, avant de pouvoir me permettre le mien, Doyle a dit « Je ne tiens pas une casse ». J'ai loué une baie dans un garage commercial pour $800 par mois jusqu'à ce que j'économise assez pour ma propre propriété. Doyle m'a référé Caval il y a 2 ans. Ce détail est important. Doyle ne l'a pas fait parce qu'il croyait en mon travail.
Il l'a fait parce que Caval a demandé au club si quelqu'un connaissait un bon atelier de restauration, et Doyle a dit « Ma fille fait quelque chose avec de vieilles voitures ». La référence était accidentelle. Caval m'a appelé, a visité l'atelier, a vu la Camaro SS de 1969 que je terminais, et a signé un contrat la même semaine. Il m'a ensuite envoyé 3 autres clients. Ces 3-là représentaient 47 000 $ de travail réservé. La référence accidentelle a créé un flux de clients. Ce flux, c'était l'entreprise. Lundi matin, 9 h. J'ai déposé la déclaration d'assurance auprès de ma police de garage commercial. La déclaration incluait 14 photos, le numéro de rapport de police, le reçu de remorquage, et le résumé de l'incident de l'adjoint, y compris le taux d'alcoolémie de Webb et l'accusation de conduite en état d'ivresse. Mercredi, l'expert en assurance a appelé. La police contenait une exclusion standard, les conducteurs non autorisés. La police couvrait les dommages causés par l'assuré nommé et les employés autorisés. Webb Rayburn n'était pas nommé sur la police. Webb Rayburn n'était pas un employé. Webb Rayburn n'était pas autorisé à conduire un véhicule entreposé chez Rayburn Restauration. La demande a été refusée. La lettre de refus est arrivée par email à 13 h 42. Je l'ai imprimée. Je me suis assise à mon établi, à côté du volant du client, et je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai appelé Caval. Glenn, c'est Sloan. Je dois te dire quelque chose à propos de ta voiture. Je lui ai tout dit. La clé, l'heure, l'accident, le taux d'alcoolémie, les dommages, le refus de l'assurance. Je lui ai dit que l'avant était plié jusqu'au pare-feu, que le châssis était tordu au-delà de toute réparation, que la peinture était détruite, et que la voiture était à la fourrière du comté, classée comme perte totale. Je lui ai dit que la restauration était à 3 semaines de son achèvement. Je lui ai dit que le volant d'origine était sur mon établi, parce que je l'avais retiré lors du démontage et stocké séparément. Caval est resté silencieux pendant 12 secondes. 12 secondes d'un homme qui digère la perte d'une voiture que son père a achetée en 1971. La voiture que mon père a sortie du concessionnaire à Nampa. Oui. Ton frère. Oui. Ivre. 0.11 et l'assurance a refusé. Opérateur non autorisé. Webb n'est pas sur ma police. Alors qui paie pour ma voiture? Webb. Et toute personne financièrement liée à Webb. Caval est resté silencieux à nouveau. Quand il a parlé, sa voix était plus basse et plus lente. La voix d'un homme qui n'est pas encore en colère, mais qui s'en approche comme le temps s'approche, visible à l'horizon avant d'arriver. Sloan, cette voiture est la dernière chose que mon père a touchée que je peux encore toucher. Le volant, le levier de vitesse, les pédales. Il a usé le cuir du siège du conducteur à la forme de son dos. Je t'ai donné cette voiture parce que ton père a dit que tu étais la meilleure. Je lui ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. La voiture était enfermée dans mon garage. Mon frère a pris la clé de chez moi pendant un dîner de famille. Je ne lui ai pas donné la permission. Je ne savais pas qu'il était dans l'atelier avant que le shérif ne m'appelle à 2 h 40 du matin. Je sais que ce n'est pas de ta faute, Sloan. Je le sais. Mais j'ai besoin que la valeur de cette voiture soit récupérée. Mon avocat s'en occupera. Je comprends. J'ai failli rappeler Caval après avoir raccroché. J'ai failli lui dire que je couvrirais les frais moi-même, que j'absorberais les 185 000 $, que je prendrais un prêt sur ma maison, que je financerais personnellement la perte pour sauver la relation client, la chaîne de référence et l'entreprise que la confiance de Caval avait bâtie. Mais le contrat m'a arrêté. Le contrat sur mon presse-papier, signé par les 2 parties, avec des termes clairs, un langage de responsabilité clair, et une clause d'assurance claire. Le contrat me protégeait. La perte était celle de Webb. Absorber la perte de Webb serait la même chose que ce que je faisais pour la famille depuis 4 ans, payer pour des dommages que je n'avais pas causés. Le contrat disait non. J'ai écouté le contrat. J'appellerai mon avocat aujourd'hui. Si vous suivez ceci sur Susuro de Reddit, abonnez-vous. Je suis allé chez mes parents mercredi soir, à 18 h 30. Je ne me suis pas assise. Je suis resté debout dans la cuisine, la lettre de refus de l'assurance dans une main et mon téléphone dans l'autre. Doyle était à table avec des restes de pâtes. Prue était au comptoir. Webb était sur le canapé dans le salon, visible par l'embrasure de la porte, la jambe surélevée sur un coussin. L'assurance a refusé la demande.
Doyle a levé les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire, refuser? Opérateur non autorisé. Webb n'est pas nommé sur ma police commerciale. Il n'était pas autorisé à conduire un véhicule dans mon atelier. L'assureur ne paiera pas, alors dépose-la sous ta police personnelle. Ma police personnelle ne couvre pas les véhicules commerciaux entreposés à une adresse professionnelle. La Mustang est un véhicule client, pas ma voiture personnelle. Un véhicule client? J'ai posé la lettre de refus sur la table. La voiture que Webb a accidentée n'est pas la mienne. Elle appartient à Glenn Caval. Le nom a atterri dans la cuisine. La fourchette de Doyle s'est arrêtée entre l'assiette et sa bouche. Il l'a reposée. Caval. Glenn Caval. Ton partenaire de golf. L'homme que tu as référé à mon garage il y a 2 ans. L'homme dont la Shelby GT Saint-Saëns de 1967 était dans mon atelier pour une restauration complète, sous un contrat de $38 000. La voiture est estimée à $185 000. La voiture est maintenant à la fourrière du comté, avec le châssis tordu et l'avant compressé jusqu'au pare-feu. Et c'est ton fils qui a fait ça, à 2 heures du matin, avec un taux d'alcoolémie de 0,11. Le visage de Doyle a changé. La couleur a quitté ses joues dans un lent drainage. Ses mains se sont aplaties sur la table. Les paumes pressant la surface, comme les mains d'un homme pressent une table quand la table est la seule chose stable dans la pièce. Tu as dit que la voiture était à toi. Je n'ai jamais dit que la voiture était à moi. Vous l'avez supposé. Vous l'avez supposé parce que vous ne savez pas ce que je fais. Vous avez appelé ça jouer avec des voitures. Tu as dit que je gagnais ma vie en faisant des vidanges. Tu m'as dit que j'étais née jalouse. Vous avez supposé que la voiture était un projet personnel, parce que vous n'êtes jamais entré dans mon garage pour regarder le contrat accroché au presse-papier près de la porte. Le contrat avec le nom de Glenn Caval dessus. Le nom de ton ami de golf, sur mon mur, pendant 7 mois. La main de Pru est allée à sa bouche. Caval a engagé un avocat cet après-midi. La demande de dédommagement ira d'abord à Webb. Webb n'a pas de revenus, pas de biens, et pas d'assurance. Mais l'avocat te nomme aussi, papa. Tu as recommandé mon garage à Caval. Tu lui as dit que j'étais professionnel. Webb est un membre de ton foyer. Il a accédé au véhicule depuis un atelier que tu as recommandé au client. La théorie de l'avocat est la recommandation négligente et la responsabilité du foyer. Tes biens sont exposés. Doyle s'est levé. Ce n'était pas un geste d'autorité. C'était la réponse du corps au calcul. Je ne savais pas que c'était la voiture de Caval. Tu n'as pas demandé. Tu es entré dans cette cuisine à 7 heures du matin, tu m'as traité de jalouse, tu m'as dit que je jouais avec des voitures, et tu as défendu l'homme qui a volé un véhicule client de mon atelier et l'a encastré, ivre, dans un poteau. Tu avais 4 heures entre l'accident et mon arrivée pour poser une seule question, à qui appartenait la voiture? Tu n'as pas demandé parce que tu as supposé la réponse. Tu as supposé que c'était mon passe-temps. Tu as supposé que les dommages étaient à moi d'absorber. Tu as eu tort. Les dommages s'élèvent à $185 000. La responsabilité est celle de Webb. Et parce que tu as co-signé son bail, la responsabilité t'atteint. Webb est apparu dans l'embrasure de la cuisine, boitant, le pansement toujours sur son front. Je ne savais pas qu'elle valait autant. Tu ne le savais pas parce que tu n'as pas demandé. Tu as pris ma clé à l'intérieur de ma porte d'entrée pendant que j'étais dans la salle de bain à la fin du dîner. Tu as conduit jusqu'à mon garage, ouvert la porte, démarré une voiture que tu n'avais pas la permission de toucher, et tu l'as conduite jusqu'à un bar, et du bar jusqu'à un lampadaire. La valeur n'est pas le problème. La permission est le problème. Tu as volé dans mon atelier. J'allais la ramener. Tu l'as ramenée dans un poteau à 70 km/h. L'avant est dans le compartiment moteur. Le châssis est en forme de S. La voiture ne peut pas être réparée. Elle ne peut être qu'évaluée. Et la valeur est due à Glenn Caval. J'ai regardé Doyle. La voiture est à Caval, ton ami de golf. $185 000. Et l'assurance ne couvre pas Webb. 17 mots. Livré dans une cuisine où les pâtes refroidissaient, la fourchette était sur l'assiette, et l'homme qui avait traité sa fille de jalouse faisait un calcul qu'on ne lui avait jamais demandé de faire auparavant. Caval a appelé Doyle le jeudi. Je n'étais pas dans la conversation, mais Nara en a entendu parler par un contact commun. L'appel a duré 4 minutes.
Tu m'as dit que le garage de ta fille était professionnel, Doyle. Tu as dit qu'elle était la meilleure de Boise. Je t'ai fait confiance. Je lui ai donné la voiture de mon père. Ton fils l'a volée de son atelier et l'a enroulée autour d'un poteau à 2 heures du matin avec un taux de 0,11. J'ai engagé un avocat. Tu auras de ses nouvelles. Doyle a dit, Glenn, je n'ai rien à voir avec ça. Caval a dit, tu as co-signé son bail. Tu l'as élevé. Tu l'as défendu. Tu as tout à voir avec ça. L'appel s'est terminé. Doyle n'est pas allé au club le samedi suivant, ni le samedi d'après. 3 membres de son quatuor habituel ont entendu parler de l'incident. 2 ont annulé des parties prévues. Le 3e a envoyé un texto, désolé pour la situation, Doyle. Laisse les choses se tasser. Le tassement a été permanent. 2 de mes 3 clients en attente ont annulé leur contrat dans les 10 jours. Un propriétaire de Plymouth Barracuda de 1971, nommé Fitch, a appelé et a dit, j'ai entendu parler de la voiture de Caval. Je ne peux pas risquer de laisser mon véhicule dans un atelier où des membres de la famille ont accès. Un propriétaire de Pontiac GTO de 1968, nommé Dell, a envoyé un email, étant donné les circonstances, je vais confier ma voiture à un autre restaurateur. 47 000 $ de travail sous contrat. Envolé. Parce que Webb a pris une clé, et Doyle a élevé l'homme qui l'a prise. La lettre de mise en demeure de l'avocat de Caval est arrivée le 15 septembre, adressée à Webb Rayburn. Copie à Doyle Rayburn. La lettre indiquait, perte totale d'une Shelby GT 500 de 1967. Valeur estimée, 185 000 $, plus 22 000 $ de paiement de restauration déjà effectué, plus les frais de remorquage et de fourrière de 1 240 $. Demande totale, 208 240 $. Actif de Webb, 0. Revenu de Webb, 0. Assurance de Webb, aucune. La plainte de l'avocat nommait à la fois Webb et Doyle. Webb comme conducteur. Doyle sous une théorie de recommandation négligente. Doyle avait référé Caval au garage de Sloan. Un membre du foyer de Doyle avait eu accès à la propriété, et Doyle n'avait pas empêché une responsabilité connue de croiser la propriété du client. La maison de Doyle, évaluée à 310 000 $ avec 180 000 $ restants sur l'hypothèque, avait 130 000 $ de valeur nette. Cette valeur nette était maintenant en jeu. J'ai arrêté le complément de loyer cette semaine-là, 650 $ par mois. Fini. J'ai retiré la voiture de plus de mon assurance, 240 $ par mois. Fini. J'ai annulé le paiement d'Internet, 130 $ par mois. Fini. Soutien mensuel total éliminé, 1020 $. J'ai failli laisser l'assurance active. Pru a besoin de sa voiture pour son travail à temps partiel à la bibliothèque. Mais le couloir m'a arrêté. Le couloir où Pru se tenait, les bras croisés, et a dit, est-ce qu'on peut juste passer à autre chose? Passer à autre chose. L'expression qu'une famille utilise quand la conséquence devrait retomber sur la personne qui l'a causée. Et la famille veut qu'elle ne retombe sur personne. L'assurance est passée à autre chose maintenant. Narin est venu à mon atelier le samedi après l'arrivée de la lettre de mise en demeure. Il a apporté du café et une boîte de gants en nitrile. Il a traversé la baie vide, a regardé l'établi et a dit, la baie est vide. Remplis-la. C'est ce que fait Narin. Il ne narre pas la perte. Il dégage l'espace. L'affaire de conduite en état d'ivresse de Webb a été assignée à la cour de district du comté d'Ada le 22 septembre. Première comparution le 3 octobre. L'accusation entraînait un minimum obligatoire de 1 000 $ d'amende, une suspension de permis de 180 jours, et jusqu'à 6 mois de prison pour une première infraction. L'avocat commis d'office de Webb lui a conseillé de plaider coupable avec des circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes étaient qu'il traversait une mauvaise passe. Le juge déciderait si une mauvaise passe est une défense légale. Ce n'est pas le cas. Sans permis, Webb ne pouvait pas faire de livraison. Sans livraison, Webb n'avait pas de revenus. Sans revenus, Webb ne pouvait pas engager un avocat privé. La lettre de mise en demeure est restée sur le comptoir de la cuisine, à côté de la cafetière, où Doyle la voyait chaque matin. Doyle a appelé sa banque la semaine après l'arrivée de la lettre. Il s'est assis à la table de la cuisine, la lettre devant lui et ses lunettes de lecture sur le nez, et a appelé le numéro sur son relevé d'hypothèque.
Il a demandé des informations sur un prêt sur valeur domiciliaire pour régler avec cavale avant que l'affaire n'aille en justice. La banque a examiné ses finances. La maison de Doyle était évaluée à 310 000 $, avec 180 000 $ restant sur l'hypothèque, laissant 130 000 $ de valeur nette. La banque a dit qu'elle pouvait approuver une ligne de crédit jusqu'à 95 000 $, mais le paiement mensuel sur un retrait de 95 000 $ serait de 780 $ pendant 15 ans. La pension et la sécurité sociale de Doyle totalisaient 2 400 $. Sans le complément de loyer de 650 $ de Sloan, le loyer seul consommait 1 650 $. Ajoutez 780 $ de paiement sur la valeur nette, et les obligations mensuelles de Doyle dépassaient ses revenus de 30 $. Moins 30 $. La marge n'existait pas. Doyle n'a pas pris le prêt. Il a appelé Webb dans la cuisine un mercredi soir et lui a donné les chiffres. Webb a demandé ce qu'il était censé faire. Doyle a dit, je ne sais pas, je ne sais pas, d'un père qui avait toujours su. Qui avait toujours eu une fille qui comblait l'écart. Qui avait toujours eu une solution qui portait une clé à molette et ne demandait rien en retour. L'assurance auto de Pru est revenue à 460 $ par mois la semaine suivante. L'augmentation mensuelle de 220 $ était le coût de 2 accrochages que mon parapluie avait absorbé. Le salaire à temps partiel de Pru à la bibliothèque était de 1 100 $ par mois. Après l'augmentation de l'assurance, l'essence, et les courses, il lui restait 340 $. C'était ce qui restait d'une vie financée pendant 4 ans par la fille à qui elle avait dit de passer à autre chose. Internet a été déconnecté le 1er octobre. Doyle a conduit jusqu'à la bibliothèque où Pru travaille et a utilisé l'ordinateur public pour vérifier ses emails. L'email de l'avocat de cavale était dans sa boîte de réception, un suivi de la lettre de mise en demeure demandant une réponse dans les 14 jours ouvrables. Doyle a fixé l'écran dans le hall de la bibliothèque pendant 3 minutes. Pru travaillait au comptoir de prêt, à 5 mètres de là. Elle n'a pas regardé. Webb est venu chez moi un mardi soir, 2 semaines après la mise en demeure. Il a frappé. J'ai ouvert la porte mais ne l'ai pas invité à entrer. Je veux m'excuser d'avoir pris la clé. D'avoir bu. D'avoir conduit. Pour la voiture. Pour tout. Les excuses ne réduisent pas la mise en demeure, ni ne me rendent les 2 clients qui ont annulé. La demande est de 208 000 $. Des excuses et une mise en demeure ne sont pas équivalentes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu répondes à la mise en demeure. Je veux que tu te présentes à ton audience pour conduite en état d'ivresse. Je veux que tu arrêtes de vivre dans un sous-sol et que tu commences à payer les conséquences des choix que tu as faits à 21h45, quand tu as sorti une voiture qui ne t'appartenait pas d'un garage que tu n'as pas construit. Webb a regardé le sol. Il est parti sans parler. J'ai fermé la porte. L'après-midi suivant, Narin est passé par Emerald et Linden en allant chez un fournisseur de pièces et a vu Webb debout sur le trottoir, là où la voiture s'était immobilisée. Le poteau était toujours plié à 45 degrés, avec des cônes orange à la base. La ville ne l'avait pas encore réparé. Des fragments de verre étaient encore visibles dans le caniveau, de petits morceaux qui attrapaient la lumière de l'après-midi. Les traces de dérapage couraient sur 14 mètres, de la courbe au point d'impact. 2 lignes sombres et parallèles sur l'asphalte gris qui racontaient l'histoire dans le langage le plus simple possible, voici où les pneus se sont bloqués, et voici où la voiture s'est arrêtée. Webb se tenait au bout des marques, les mains dans les poches de sa veste. Il n'était pas au téléphone. Il n'était avec personne. Narin a dit que Webb est resté là pendant au moins 10 minutes sans bouger. Se tenir là où la voiture s'est arrêtée était la chose la plus proche d'une réponse que Webb avait. Rien de ce qu'il pouvait faire n'annulerait l'accident ou ne rembourserait la demande. Il ne pouvait que se tenir au bout des traces de dérapage et regarder ce qu'une nuit avait produit. Pru est venue à mon atelier un samedi matin début octobre. Elle n'avait jamais visité mon atelier auparavant. En 4 ans que je dirige cette entreprise, ma mère n'était jamais entrée une seule fois dans le garage, n'avait jamais regardé une voiture sur le pont, ni ne m'avait posé de questions sur un projet. Elle est arrivée à 10 heures et s'est tenue dans l'embrasure de la porte du garage, la même position qu'elle prend dans chaque embrasure, les bras le long du corps, le poids sur un pied. La posture d'une femme qui est présente sans s'engager à être présente. Ton père ne peut pas dormir. Mon père ne peut pas payer la mise en demeure. Ce sont 2 problèmes différents. Il ne savait pas que c'était la voiture d'un client. Il n'a pas demandé. Il a supposé. Il a qualifié mon travail de quelque chose de moindre.
Il m'a traité de jalouse. Il a défendu l'homme qui a volé dans mon entreprise. Rien de tout cela ne nécessitait de savoir à qui appartenait la voiture. Tout cela nécessitait de choisir Webb plutôt que moi. Il a fait le choix avant que la question de la propriété ne soit pertinente. C'est ton père. C'est le co-signataire du bail de l'appartement de l'homme qui doit $208 000 à Glenn Caval. La paternité ne change pas la co-signature. L'avocat ne se soucie pas de qui a élevé qui. Prue a regardé la baie vide. Le pont était nu. Les néons bourdonnaient au-dessus du sol en béton où la jetée 500 avait reposé pendant 7 mois. Elle a regardé l'établi où le volant d'origine reposait sur son coussin en mousse. Elle a regardé le panneau à outils, le compresseur d'air, la cabine de peinture dans le coin arrière. Elle voyait mon entreprise pour la première fois. L'entreprise qu'elle n'avait jamais visitée. L'entreprise que son mari avait méprisée, que son fils avait détruite, et que sa fille avait bâtie à partir d'un garage à 2 bails, d'une certification ASE, et de 9 ans de travail. Elle n'a rien dit d'autre. Elle est retournée à sa voiture et est partie. C'est le dernier dollar, la dernière prime d'assurance, le dernier paiement d'Internet, et la dernière fois que je finance une famille qui a regardé mon travail se faire détruire et a appelé ça de la jalousie. Mon garage, c'est mon entreprise. Ma clé est à moi. La prochaine personne qui la prendra répondra à l'avocat, pas à moi. Je l'ai dit à Doyle au téléphone le lundi suivant. Il n'a pas répondu. Samedi 4 octobre, 4 semaines après l'accident. Un camion à plateau a reculé dans mon allée à 9 h du matin, transportant une Chevrolet Chevelle SS de 1970, rouge canneberge. Le propriétaire, un pompier à la retraite nommé Tolliver de Méridian, avait appelé la semaine précédente après avoir vu mon travail sur un forum de restauration. Nouveau client, nouveau contrat. $34 000 de main-d'œuvre. La voiture a descendu du plateau et a roulé dans le garage sur ses roues d'origine. Et ce roulement était le son d'une voiture entrant dans un atelier. Et ce son était le commencement. J'ai soulevé la Chevelle sur le pont. J'ai marché en dessous avec une baladeuse et j'ai commencé l'inspection, comme commence chaque restauration complète. En regardant ce qui est là, et en faisant une liste de ce qui doit être fait. De la rouille sur les planchers, des longerons de châssis solides, une transmission d'origine, des numéros correspondants. Le moteur était un Big Block de 396 avec l'admission et le carburateur d'origine toujours en place. La voiture était restée dans une grange à Méridian pendant 11 ans. Elle sentait la poussière de foin, l'essence séchée, et l'immobilité silencieuse et spécifique d'une machine qui attend que quelqu'un décide qu'elle en vaut la peine. J'ai décidé que la voiture avait du potentiel. Sur l'établi, le volant du client reposait sur son coussin en mousse. 3 branches, grains de bois, cache-moyeu chromé avec l'emblème GT Saint-Saëns. Le volant était le seul composant survivant d'une restauration qui était à 3 semaines de son achèvement, quand un frère a pris une clé et un père a traité la constructrice de jalouse. Le volant est la partie que le conducteur tient. Le conducteur qui a détruit la voiture n'a jamais tenu ce volant. Le volant n'a rien tenu. Le volant a survécu. La Chevelle était sur le pont. Le volant était sur l'établi. La baie se remplissait à nouveau. L'atelier travaillait à nouveau. Et la femme qui joue avec des voitures était sous une Chevelle de 1970 avec une baladeuse et un presse-papier listant ce qui devait se passer ensuite. Parce que ce qui doit se passer ensuite est la seule direction qui compte. Et la clé à molette dans sa main n'est pas un passe-temps. C'est l'outil qui a bâti l'entreprise qu'un frère a essayé de détruire, qu'un père a essayé de mépriser, et qu'aucun des deux n'a pu arrêter. Bienvenue à nouveau sur Sussurro de Reddit. Si cette histoire vous a rappelé que la personne qui construit la voiture sait quel nom est sur le contrat, qu'une clé de garage volée à 21h45 peut produire une mise en demeure de $208 000 avant le 15 du mois. Et que la femme qui gagne sa vie en faisant des vidanges est la femme dont vous ne pouvez pas vous permettre de perdre les services. Partagez-la ce soir. Abonnez-vous, laissez un commentaire, et dites-moi, votre famille a-t-elle déjà détruit votre travail pour ensuite vous dire que vous étiez le problème? Je vous verrai dans la prochaine.